Je m'appelle Isabelle Sommier, je suis professeure de sociologie politique à l'université Paris 1. Et je travaille depuis plusieurs décennies sur les mouvements sociaux et la violence politique dans les démocraties. Cette notion apparaît au lendemain des attentats meurtriers que Madrid a connus en 2004 et Londres en 2005. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est la découverte de ce qu'on appelle le homegrown terrorism, c'est-à-dire le terrorisme domestique, non pas transnational tel que celui qui avait frappé les États-Unis en 2001, mais un terrorisme qui vient des sociétés qu'il frappe, donc par des auteurs qui sont nés dans la société en question. Le terme de radicalisation va remplacer, supplanter quasiment automatiquement, et en tout cas immédiatement, les termes donc autrefois utilisés d'extrémisme et de terrorisme, avec l'idée qui est sans doute fausse que la radicalisation cognitive, c'est-à-dire l'adhésion à une idéologie qui peut justifier le recours à des formes violentes d'action politique, conduit presque nécessairement à une radicalisation comportementale, c'est-à-dire à un passage à l'acte. Et ça, c'est une association qui est particulièrement forte en France. En réalité, on sait très bien qu'il y a des individus qui passent à l'acte sans partager une idéologie qui va s'acquérir ex post, si je puis dire. Donc il n'y a pas comme ça un arc prévisible de pré-radicalisation, radicalisation cognitive, radicalisation comportementale et ensuite déradicalisation. Je définirais la radicalité comme la transgression d'une norme, une transgression perçue comme subversive par l'ordre et pour l'ordre politique et social ou culturel du moment. Donc il y a cette dimension donc relationnelle, par exemple, le délinquant, certes, il transgresse une norme, il ne faut pas voler, mais au nom d'une valeur partagée par nos sociétés aujourd'hui, celle de l'enrichissement, et par voie de conséquence, cette transgression par le délinquant d'une norme n'est pas perçue comme subversive. Alors, le terme de déradicalisation, il provient en fait des programmes DDR, démobilisation, désarmement, réintégration, qui sont toujours utilisés d'ailleurs dans les sorties de conflits sévères type guerre civile par exemple, avec deux impératifs. Eh bien, pour éviter qu'un individu ne récidive dans la violence, il y a à la fois un volet social, il faut le réintégrer dans la société, et un volet culturel, c'est-à-dire une déprise de la violence, une poussée de l'idéal pacifiste et la réhabilitation de l'autre, perçu non plus comme ennemi mais comme adversaire. Ça a été longtemps le modèle de la déprogrammation des phénomènes sectaires, avec cette idée qu'on peut enlever en quelque sorte des idées de la tête d'un individu. Alors on a un exemple historique de déradicalisation, encore qu'on ne parlait évidemment pas en ces termes, c'est le processus de dénazification en Allemagne après la guerre. Et ça a été vraiment un très gros programme soulevé et porté par les Alliés pour dénazifier, on dirait aujourd'hui déradicaliser une population entière. On ne peut pas parler d'un désengagement, parce qu'en réalité, il y a différents modèles, si je puis dire, de désengagement. Est-ce que c'est un désengagement individuel? Un tel se détache d'un groupe? Est-ce que c'est un désengagement collectif? Un groupe, par exemple, s'autodissout ou dépose les armes? Est-ce que c'est un désengagement choisi? Je quitte le groupe, par exemple, ou un désengagement subi, le groupe disparaît, donc je suis orphelin d'organisation ou subi suite à une arrestation, par exemple. Les spécialistes du terrorisme ont plutôt analysé des processus de désengagement collectif suite à des autodissolutions d'organisations ou des modalités de démobilisation négociées avec les pouvoirs publics, par exemple en Colombie.
Les exit projects qui ont été utilisés dans les pays scandinaves pour lutter contre les groupes néo-nazis, racistes, etc., ont eu un certain succès pour deux raisons. D'une part, en favorisant la réintégration de l'ancien militant et surtout sa protection contre les éventuelles rétorsions de ses anciens camarades. Et d'autre part, le soutien que ces programmes avaient vis-à-vis des familles de ces détenus ou des proches de ces détenus qui doivent être engagés dans ce processus pour soutenir ce détachement. Et il faut donc du soutien psychologique en plus du soutien social pour la sortie. Que l'individu perçoive que, en faisant le deuil de sa croyance et de son engagement, il peut réintégrer une vie ordinaire.